Voilà, nous allons enchaîner le programme, démarrer cette deuxième partie cet après-midi avec une table ronde sur l'accompagnement des entrepreneurs qui prend plein de formes différentes, du coaching jusqu'au board, comité stratégique, en passant par de la formation, du co-développement, des ateliers, plein de choses. Et donc, j'ai le plaisir de recevoir autour de cette table virtuelle Sophie Vanier, Frédéric Montrésor et Louise-Marie Véron, à qui je vais proposer de se présenter elle-même, parce qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc, alors, au total, on a 3/4 d'heure questions-réponses comprises. Donc, on va essayer de tenir dans une demi-heure à peu près pour nos échanges tous les quatre. Et puis, donc, si vous pouvez vous présenter chacune en, mettons, 2 minutes. En gros, quelle est votre expérience actuelle ou passée en termes d'accompagnement des entrepreneurs et qu'est-ce qui vous y a emmené? Et voilà, puis on rentrera après dans le détail. Donc, si tu veux commencer. Bonjour Louise-Marie. Alors moi je suis tombée dedans un peu par hasard en accompagnant un entrepreneur en 2015 pour monter une boîte qui s'appelle Visconti Partners, que vous connaissez peut-être, que j'ai montée avec Hubert Régnier et qui fait du coaching business de dirigeants que j'ai développé pendant 5 ans et demi. Voilà. Et ensuite j'ai rejoint une structure qui s'appelle Paris & Co, qui gère des incubateurs de start-up et qui fait aussi de l'accompagnement de grands groupes à l'innovation. Et on accompagne entre 200 et 500 start-up par an. Et maintenant, je ne suis plus chez Paris & Co, mais je monte un nouveau projet sur ces sujets-là, qui s'appelle Board Project, et qui a pour objectif de professionnaliser la fonction des administrateurs indépendants dans les boîtes non cotées, notamment dans les startups et scale-up, pour une gouvernance plus saine. Voilà, je pourrais en reparler après. Bonjour à tous, donc Frédéric Montrésor, présidente d'Actionnel. Actionnel est un réseau d'entrepreneurs au féminin qui existe depuis 1996. C'est le premier réseau en France d'accompagnement des femmes entrepreneurs. Et je suis tombée dedans parce que moi-même, en 2015, quand j'y suis rentrée, j'étais chef d'entreprise et je voulais être accompagnée. Et de là, ça s'est renversé. 6 ans après, j'étais la présidente de l'association. Et puis à côté, je suis toujours entrepreneur d'une start-up dans tout ce qui est réalité augmentée et intelligence artificielle sur l'essayage de bijoux et de montres en ligne. Bonjour à tous, donc moi je m'appelle Sophie Vanier, je suis co-dirigeante associée d'une organisation qui s'appelle La Ruche. Moi je suis un peu comme Louise-Marie, je suis tombée dans la marmite un peu par hasard, ça fait 15 ans maintenant. Et un petit mot peut-être sur La Ruche, on fait de l'accompagnement d'entrepreneurs, soit des entrepreneurs à impact ou des entrepreneurs de l'ESS, soit des entrepreneurs qui sont plutôt éloignés du marché du travail. On va utiliser l'entrepreneuriat pour faire effet de remobilisation et pour les accompagner dans un deuxième chemin professionnel. La Ruche, on est 100, à la fin de l'année, on est 70 en ce moment. Voilà. Et on a 17 antennes en France. Ça veut dire 30 recrutements en cours à La Ruche? Oui, on travaille beaucoup avec BPI d'ailleurs, il va falloir que je fasse un petit tour dans les bureaux. Je vais démarrer avec une question pour Frédéric. En quoi c'est spécifique d'accompagner des femmes entrepreneurs? On pourrait se dire que de nos jours, il n'y a plus vraiment de différence, on est une quasi-égalité dans le monde professionnel. Qu'est-ce qui justifie ça alors? Alors, ce qui justifie, c'est déjà d'atteindre, si possible, un moment la parité par rapport au nombre d'entreprises dirigées par les femmes. Et c'est surtout parce que les femmes ont des spécificités. Par exemple, justement, elles ont beaucoup plus de freins. Elles se freinent davantage. Elles ont vraiment cette peur de la légitimité. Et surtout, c'est que dans la plupart des réseaux, souvent, je dirais tout ce qui est soirée, business pour pouvoir développer justement son activité, et plutôt le soir quand la plupart des femmes quand même s'occupent des enfants. Et donc nous, en tant que réseau féminin, on a compris qu'il fallait plus mettre des activités le matin ou le midi, là où elles n'ont pas justement les enfants, pour celles qui en ont, et pour pouvoir développer leur activité et aller beaucoup plus loin. Et surtout pour avoir un accompagnement aussi spécifique, parce qu'on sait que les femmes détestent parler chiffres, et c'est de leur parler de chiffres d'une manière où elles se sentent à l'aise.
Et qu'après, au niveau des banques, parce qu'on, par exemple, on est partenaire avec la Fédération bancaire française, quand elles vont comme ça à peu près auprès des banques, elles puissent être à l'aise aussi avec leurs chiffres. Donc c'est tout ça, cet accompagnement, chose qu'elles n'osent jamais dire si elles sont dans un réseau mixte. D'accord. Et alors, un peu la même question pour toi, Sophie. Qu'est-ce que ça a de spécifique d'accompagner ou d'incuber ou voilà, d'héberger, de fait, de nous expliquer un petit peu plus en Ouais, détail tout ce que vous leur proposez, cette entreprise, mais donc des entreprises à impact. Parce qu'on a quand même l'impression, soit que c'est un peu la double peine, déjà, entreprendre, c'est compliqué, mais alors si en plus, il faut faire en sorte que tout le monde soit content, que les salariés soient heureux, que les fournisseurs soient bien payés, etc. Ça se complique encore plus. Et d'un autre côté, on pourrait avoir tendance à se dire qu'aujourd'hui, toutes les entreprises nouvelles, quand même plus ou moins, intègrent des considérations, des préoccupations environnementales, sociales, etc. Qu'est-ce que tu peux dire de tout ça? Alors, peut-être juste un petit pas de recul sur pourquoi on parle d'accompagnement Ouais. et pourquoi c'est tellement important en fait d'accompagner les entrepreneurs. Et donc, on va utiliser juste des chiffres pour se rappeler à quel point les dispositifs d'accompagnement font effet de levier sur la trajectoire entrepreneuriale. Donc, on sait qu'un entrepreneur accompagné, il a en général 2 fois plus de chances d'être toujours en activité à 3 ans qu'un entrepreneur non accompagné. Donc, c'est quand même augmenter ses chances considérablement. Et donc, en moyenne, là où on a 45% de chances d'être toujours en activité à 3 ans, quand on a un accompagnement, ça monte à 70, 80, 85% de chances selon le programme d'accompagnement qu'on a. Donc, c'est quand même vraiment colossal. Il y avait un vrai enjeu de se faire accompagner. Sur l'entrepreneuriat, juste peut-être des femmes, pourquoi c'est important, c'est qu'il y a 70% des femmes qui disent vouloir entreprendre. Il n'y en a que 38% aujourd'hui en France qui sont à la tête d'entreprises et il n'y a que 2% de femmes qui sont à la tête d'entreprises tech. Et donc nous, les programmes d'accompagnement, on a aussi cette mission-là d'accompagner une vraie diversité d'entrepreneurs pour qu'elle soit aussi représentative de la volonté entrepreneuriale française. Donc ça, c'est quand même pourquoi on est toutes là et ce en quoi on croit, c'est que voilà, on veut aider les gens à réussir mieux et plus vite et aussi à œuvrer pour l'égalité des chances parce que l'entrepreneuriat, c'est un sujet d'égalité des chances aussi et donc il faut que tout le monde ait accès aux mêmes moyens, mêmes outils. Et donc c'est vrai pour les entrepreneurs à impact aussi. L'entrepreneur à impact, peut-être un mot sur le définir, c'est un entrepreneur qui a dans son objet social et un de ses objectifs, c'est vraiment de répondre à un défi social ou environnemental majeur et donc il va imaginer sa proposition de valeur pour répondre à cet enjeu-là. Il y a aussi les entrepreneurs de l'économie sociale et solidaire qui eux aussi sont des entrepreneurs qui se reconnaissent à travers leur statut. Donc il y a des entreprises commerciales avec un label qui s'appelle ESUS qui encadre la lucrativité. Il y a les associations, les coopératives. Donc tout ça se reconnaît dans ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire. Ça, c'est pour le cadre. Et donc, en fait, ce sont en effet des entrepreneurs donc, qui ont une logique d'aller chercher une pérennité, un modèle économique, mais ce sont aussi des militants. Et donc, on est dans l'accompagnement à l'entrepreneuriat à impact sur ce fil et cet équilibre, et ce sera vrai tout au long de la croissance de l'entreprise à impact, de stade de l'idée jusqu'à la levée de fonds, de ce juste équilibre entre je suis entrepreneur et je dois aller chercher un modèle économique et retrouver une rentabilité, etc., pour faire vivre mon entreprise, mais en même temps, j'ai une militant qui parfois m'appelle à faire des arbitrages, pas toujours évidents. Et puis l'impact, ça coûte dans un modèle économique, c'est pas neutre. Et donc parfois les modèles sont plus durs à trouver. Donc nous, on va faire tout un travail d'alignement, de cohérence entre cette cause qu'on souhaite défendre, mais aussi ce modèle économique qu'on a à trouver. Et puis bien sûr, tout cet accompagnement pour aller suivre des KPI business, mais aussi des KPI d'impact. C'est-à-dire, on est un entrepreneur impact, quel impact positif, comment on le mesure. Et donc, on va avoir tout un travail pour dire, si tu veux avoir un impact, il faut le mesurer, pour pouvoir prouver à tes financeurs que tu as un impact positif, mais aussi pour être en amélioration continue. Donc ça, c'est un des aspects. Il y en aura d'autres, peut-être que je vais laisser la parole, mais en tout cas, c'est vraiment cette double facette de la même pièce. Juste sur l'équilibre de l'offre et la demande chez vous, est-ce que c'est comme s'il y avait beaucoup de candidats et peu d'élus pour entrer à la ruche, ou est-ce qu'il y a une rotation importante et qu'il y a en permanence des places vacantes? Alors, aujourd'hui, il y a la ruche, mais c'est tout un écosystème qui est en train de se structurer autour de l'impact. Donc, il y a la ruche, mais il y en a bien sûr d'autres. Et donc, on a de la chance aujourd'hui qu'il n'y a plus que il y a des entrepreneurs, il y a des incubateurs à impact, mais il y a aussi plein d'incubateurs et des réseaux d'accompagnement qui savent aussi accompagner les entrepreneurs à impact aujourd'hui.
Nous, d'ailleurs, on a une formation pour les incubateurs plus classiques pour identifier un entrepreneur à impact et l'accompagner. Et donc, honnêtement, il y a vraiment de la place pour tout le monde aujourd'hui, chez nous, mais ailleurs. Et donc, il suffit de mettre le doigt dans un réseau. Et on essaye vraiment de travailler en intelligence, puisque l'objectif, vous l'avez compris, c'est qu'il y ait plus d'entrepreneurs à impact pour qu'il y ait une économie plus responsable, plus vertueuse. Et donc, on serait bien idiot de travailler, pour le coup, en silo sur ces sujets d'impact. Peut-être pour rebondir un peu sur ce que dit Sophie, parce qu'on a pas mal accompagné d'entrepreneurs de ce type-là aussi, je pense que ce qui est intéressant quand même aujourd'hui à noter, c'est que le marché a quand même changé et que ce qui était très très compliqué il y a quelques années, je dis pas que c'est plus simple maintenant, hein, mais déjà il y a plus de sensibilisation des acteurs aussi au fait que prendre en compte des critères environnementaux, sociaux et sociétaux peut être pertinent. Par ailleurs, les consommateurs finaux ont aussi changé des attentes, donc les modèles économiques sont parfois plus simples à trouver. Et puis il y a des acteurs, même purement au-delà des acteurs publics, qu'il faut parfois aller chercher. Des acteurs privés, moi je travaille avec un fonds qui s'appelle Asterion par exemple, qui essaye vraiment d'aller soutenir ce type d'entrepreneuriat aussi. Donc on voit que même les écosystèmes très très business et très financiers, aujourd'hui, de par aussi les réglementations, etc., on fait un changement. Donc ça c'est plutôt un bon signal aussi dans l'écosystème qui fait qu'aujourd'hui cet entrepreneuriat-là arrive plus facilement à se développer. Et du coup, c'est peut-être une des clés aussi, c'est qu'on les accompagne un peu différemment parce qu'on leur ouvre des portes différentes. Et en effet, dans l'impact, il y a quand même tout un écosystème qui est en train de structurer, de financeurs, d'experts, de coachs. Et c'est bien que d'orienter les entrepreneurs vers les coachs experts éduqués à leurs enjeux de modèle économique et des financeurs qui ont des tests d'investissement qui correspondent aussi à ces entrepreneurs. Donc on a quand même des réseaux assez différents des entrepreneurs classiques. D'ailleurs, le plaisir d'être mentor de la Social Factory. Tu peux nous en dire un mot? Je crois que ça a maintenant fusionné dans la ruche. C'est une seule et même entité, alors qu'avant, il y avait la partie pépinière, incubation, et puis la partie, effectivement, accompagnement. Oui, c'est vrai qu'à un moment, la ruche était du coworking et une communauté. Et puis à côté, il y avait l'incubation, l'accompagnement, et on a fusionné pour vraiment se dire tout ça doit travailler ensemble. Et donc aujourd'hui, en effet, la Social Factory a disparu en 2017 pour vraiment intégrer et être absorbée par la ruche. Et donc on accompagne à peu près 890 projets par an, soit au stade de l'idée, soit vers les levées de fonds. Voilà. Et les entrepreneurs à impact, à proprement parler, c'est 200 projets par an. Ok. Frédéric, sur les modalités d'accompagnement, qu'est-ce que toi tu peux nous dire? Qu'est-ce que vous proposez? Donc il y a le réseau qui était un peu la clé de vous, de votre initiative, on va dire. Et à partir de là, est-ce que vous avez mis en place d'autres formats? Oui, alors tout à fait. Alors en fait, nous on accompagne des entrepreneurs, entrepreneurs ou créatrices, hein, puisque nous c'est vraiment aussi de l'idée jusqu'au chef d'entreprise au-delà des 5 ans. En fait, on a trois propositions d'accompagnement, puisqu'on est aussi organisme de formation. Donc, on accompagne les jeunes créatrices jusqu'à l'idée, et justement, il y a un jury final pour leur donner le go, ou on va dire entre guillemets no go, par rapport justement à nos partenaires bancaires et autres. Après, nous avons une deuxième proposition qu'on appelle les jeunes pousses, donc jusqu'à 3 ans, pour qu'elles puissent développer en tout cas leur activité jusqu'à 3 ans, parce qu'on sait que 3 ans, c'est vraiment je dirais la barrière critique pour une entreprise pour voir si elle est viable ou pas. Et après, on a au-delà pour vraiment tout ce qui est accompagner les chefs d'entreprise dans leur formation pour qu'elles puissent se développer au-delà des 5 ans, justement. Donc ça, c'est déjà côté formation. En effet, on a le réseau, et après, on a aussi tout ce qui est, en gros, on va dire, développement de l'entrepreneur. Parce que l'entrepreneur, c'est bien, on en a un peu parlé ce matin, mais il faut qu'aussi l'entrepreneur se sente bien pour que son entreprise soit bien. Donc, on a pas mal je dirais, de rendez-vous de co-développement autant pour la posture, sur le bien-être, etc. Pour que, en fait, en tant que chef d'entreprise, la personne se sente bien pour bien développer sa société. Tu mentionnais des partenaires financiers, et tu vas essayer là-dessus très vite, comme si c'était une évidence. Oui. Alors, oui. Une structure comme la vôtre et des partenaires financiers, Alors, on a déjà BPI aussi. Donc, on a BPI, on a donc la Fédération bancaire française, mais de là, on travaille avec la Banque populaire. On a aussi après tout ce qui est France Active, Initiative France, puisque quand on a des dossiers pour pouvoir les déposer, en tout cas les aider à déposer pour qu'elles puissent trouver des financements. Et
Et là, on est en train de faire un partenariat avec une société qui connaît toutes les subventions européennes. Pour pouvoir encore mieux accompagner justement nos actionnaires à trouver du financement. Nous, pourquoi on a décidé de lancer ce projet? On est 5 entrepreneurs et personnalités un peu aguerries à l'écosystème entrepreneurial français à lancer ce dispositif. On a par exemple Benjamin Blasco qui a monté Petit Bambou, que vous connaissez peut-être, qui est une application mobile. Adrien Chaltiel qui a créé Eldorado, qui est pas mal implanté aussi dans l'écosystème start-up français notamment. Je dis peut-être les autres. Michael qui a monté une boîte qui s'appelle Carinity, donc plutôt dans la santé, dont il a fait un exit l'année dernière. Et puis Solène Niederkorn qui, elle est plutôt spécialisée dans les sujets fintech et qui a un podcast que vous connaissez peut-être qui s'appelle FinScale avec moi. Nous, notre constat là sur les administrateurs, c'est de se dire, en fait, en France, l'administrateur, c'est un modèle un peu différent du modèle anglo-saxon, où l'administrateur est plutôt censé représenter finalement les intérêts des actionnaires. Il faut se souvenir qu'en fait, le modèle français, c'est plutôt un modèle où l'administrateur, il est censé représenter, en tout cas l'administrateur indépendant, l'intérêt social et l'intérêt de l'entreprise, en fait. C'est partie prenante. Voilà, et de toutes ces parties prenantes, tout à fait. Souvent, ce qui se passe en fait dans l'entrepreneuriat, et notamment dans l'entrepreneuriat startup scale-up, là, je ne vais pas rentrer dans les sujets SA, parce que là, il y a des obligations légales, il y a tous des sujets de compliance, etc. Il y a une obligation de mettre en place des boards, etc. Il y a encore des SA? Oui, il y en a encore. Donc là, je suis dans le modèle vraiment plutôt très open de la SAS, où en fait, on peut ou pas mettre en place un conseil d'administration. Replacer l'administrateur indépendant au cœur des enjeux de la boîte, c'est se dire, en fait, quand on met quelqu'un qui est à la fois au board et qui a aussi un rôle quand même d'advisor aussi de par son approche, c'est lui donner une place un peu particulière, c'est-à-dire qu'il n'est pas là pour juste accompagner le dirigeant et servir l'intérêt du dirigeant, mais pour avoir une vision, une hauteur de vue un peu plus large que celle de l'actionnaire pur aussi, qui peut avoir des objectifs et des intérêts un peu parfois court-termistes sur certains sujets ou voilà, des enjeux financiers. C'est de dire, en fait, quand on est au board, c'est un peu différent de la posture du coach ou du consultant à côté, c'est-à-dire qu'on est quand même un petit peu, on représente aussi comme un peu la boîte. Donc finalement, ça devient aussi, il faut faire très attention quand même dans la posture parce qu'on n'est pas censé prendre les manettes, mais ça devient aussi un peu notre bébé. Et on a envie aussi que ça marche parce qu'on on fait partie un peu plus, on a un peu plus skin in the game parce qu'on on a quand même un siège au board. Et nous, on croit beaucoup à ce modèle-là. Aujourd'hui, dans le monde en tout cas français, parce qu'on s'adresse d'abord à cet écosystème français, même si on va tout de suite aller voir des boîtes internationales aussi. Il y a un petit peu de retard sur le sujet. Dans le milieu anglo-saxon, les administrateurs indépendants sont beaucoup plus professionnalisés, c'est beaucoup plus institutionnalisé, etc. En France, ça commence à beaucoup se développer, mais c'est pas encore. Puis chacun tâtonne un peu, c'est-à-dire que les administrateurs, on voit, ils ont des pratiques un peu différentes. Quand ils démarrent sur ces sujets-là, ils se posent toujours la question de est-ce qu'ils sont rémunérés ou pas, comment, etc. Quelle place prendre à côté des dirigeants. Il y a aussi des petits sujets de gouvernance avec souvent des administrateurs indépendants qui peuvent être parfois des représentants des fonds d'investissement. Et à côté, du coup, l'entrepreneur qui va prendre son administrateur indépendant, qui est son représentant. Et là, pareil, on retombe dans des logiques un petit peu d'intérêt clanique, on va dire. Et donc, nous, notre objectif avec ce dispositif, c'est vraiment de pousser une approche plus vertueuse, plus collective vis-à-vis des parties prenantes, avec une approche quand même conseil, avec des administrateurs qui soient quand même investis, c'est-à-dire on n'est pas juste là pour s'asseoir tous les 3 mois autour d'une table et dire tiens là, ton point sur la courbe, ça va pas, il faudrait que tu trouves telle ou telle source de business, etc. Mais vraiment d'être aussi un interlocuteur privilégié des équipes de direction, tout en leur faisant se souvenir d'un objectif plus global de la boîte aussi. Et ça, en s'inspirant aussi des entreprises familiales qui ont un historique plus ancien aussi sur ces sujets-là, avec un enjeu de pérennité dans les entreprises familiales qui va au-delà de juste le CEO à un instant donné. Donc voilà sur quoi un peu on travaille, et c'est pour ça qu'on a décidé de lancer ce projet. Parce que traditionnellement, le board, c'est quelque chose qui était plutôt subi par l'entrepreneur. Dès qu'il était entré, des BA, c'était encore un peu informel et un peu gentil. Et puis des fonds d'investissement, là, on lui disait, écoute, maintenant, ça va être tous les 2 mois, etc. Et on veut voir un petit peu ce que devient l'argent qu'on a mis chez toi. Et puis, il va falloir un reporting. Enfin, tout ça était quand même 2 nouvelles contraintes pour l'entrepreneur qui vivait assez librement jusqu'à présent. Comment intervient un administrateur indépendant? Est-ce que vous conseillez d'anticiper ça et déjà d'avoir un board avant
d'éventuellement faire entrer des investisseurs, etc. Ou même toute boîte, vous pensez qu'elle devrait avoir, bon, on l'appelle board, on l'appelle comité stratégique, enfin, ça revient un petit peu au même. Ou alors, comme tu disais, effectivement, l'entrepreneur subit un board avec des représentants de ses investisseurs et il va essayer de rééquilibrer un petit peu voilà, les gens autour de la table en ayant entre guillemets des gens, des hommes ou des femmes à lui ou à elle pour effectivement pouvoir faire bloc et défendre ses intérêts. Comment ça s'articule? J'avais un entrepreneur qui me disait il n'y a pas longtemps, moi mon board, c'est l'enfer. Là, mon investisseur qui a un siège a regardé son investisseur lead de son premier tour me dit oh là là, il a regardé ma cour, il m'a dit oh, tu fais pas assez de chiffre d'affaires au mois d'août. C'est une boîte B2B qui est pas sur un modèle SaaS, donc il n'y a pas un MRR. Voilà, donc forcément il y a un petit creux en août, surtout avec les clients français. T'as un trou en août, trouve-moi un truc à vendre en août pour remonter la courbe. Alors j'ai dit à l'entrepreneur écoute, propose-lui de vendre des tongs à l'effigie de ta boîte, ça va peut-être compenser ce trou. Mais voilà, parfois il y a des remarques, et là je fais un peu une caricature parce qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui sont quand même des super chouettes investisseurs et qui apportent énormément de valeur au board. Attention, hein, l'idée c'est pas de dire que les investisseurs sont pas bons, loin de là, je bosse beaucoup avec eux. Mais il y a parfois des boards qui sont effectivement un petit peu poussifs pour les entrepreneurs. Et à la fois, quand ils arrivent et que ça se met en place parce qu'il y a un tour qui s'est fait, il faut bien passer par là. Donc nous, l'idée, c'est de refaire des boards, des lieux en fait de performance et d'accélération pour les entrepreneurs. Nous, notre conviction, c'est qu'un board, il faut le mettre en place le plus tôt possible. C'est un peu comme il y a des entrepreneurs qui veulent aller tout de suite à l'international et qui se mettent à faire tous leurs documents en anglais dès le début. Et ben, le board, c'est pareil. Prendre l'habitude de mettre en place une instance de gouvernance et la structurer pour qu'elle soit performante, c'est bien quand c'est fait tout de suite, parce qu'en fait, un entrepreneur, il a besoin de regard extérieur, il a besoin de gens qui se sentent concernés par l'avancée de sa boîte. Donc nous, on recommande de le faire et de ne pas attendre justement que ce soit une obligation plus ou moins poussée par les investisseurs. Donc plutôt le faire tout de suite. Et l'administrateur indépendant, là, il y a une étude du Galion qui est sortie il n'y a pas très longtemps qui parle de ça. Ils ont fait ça sur leur start-up et leur scale-up accompagné. Et qui disait finalement sur l'administrateur indépendant, aujourd'hui, dans les critères de choix, 70% des choix, c'est parce que c'est un expert sectoriel, 50% c'est plutôt expert fonctionnel, 40% c'est pour la personnalité, puis après, tu as d'autres choses qui arrivent après, 17% c'est pour des questions de diversité, etc. Et le Galion soulignait à juste titre que c'est important de remettre la personnalité quand même à un niveau assez important, parce qu'au-delà de l'apport que peut avoir un administrateur indépendant sur des sujets d'expertise purement sectorielle et business à un instant T, et réseau, qui est super important, avoir des gens qui sont aussi des facilitateurs à un moment donné. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas qu'il y ait des logiques de clan, genre moi je défends le dirigeant, moi je défends le VC. Des gens qui au contraire une approche plus collective et qui essayent, dans les moments de crise notamment, ou dans les moments parfois de force de croissance, qui peuvent aussi être des moments de crise quand il y a des paliers positifs à passer, qui facilitent un petit peu tout ce chemin-là. Donc nous, on met aussi pas mal l'accent là-dessus. Et surtout, je crois que l'administrateur indépendant, il doit avoir conscience qu'il n'est pas là pour une durée ad vitam aeternam. C'est 2-3 ans. Voilà, 2-3 ans, qu'il faut mettre en place des critères et des instances de challenge de ces administrateurs tous les ans. Et moi, je pense qu'un bon critère de discernement pour savoir si un administrateur indépendant est une bonne personne à recruter, c'est si quand il vient vous voir, il vous dit, dans les discussions, il vous dit moi, je veux qu'on évalue la pertinence de ma place régulièrement. Je veux qu'on détermine une feuille de route aussi ensemble, des sujets sur lesquels aussi tu m'attends à côté des boards. Moi, qu'est-ce que je vais vraiment concrètement t'apporter, etc. Et je pense que ça, c'est super important dans le choix de l'administrateur. Donc c'est bien, tu enchaînes sur l'accompagnement, on va dire, collectif, comité board, et accompagnement individuel. Comment ça s'articule, Sophie? Qu'est-ce que toi, tu peux nous dire? Notamment, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce que, avec l'expérience que vous avez? Alors peut-être pour rebondir sur le board, je vais partager une anecdote de la ruche, mais qui va venir sur le sujet après de la posture de l'accompagnateur. Nous aussi, on a un board avec nos actionnaires qui sont des actionnaires institutionnels, Banque des Territoires, etc. Et puis on a nos advisors qui sont des administrateurs indépendants. Et au Covid, je pense que c'est vraiment nos advisors qui nous ont permis de survivre. Parce que, évidemment, tous les financements s'arrêtent, sont redirigés vers la santé, production de masques, etc. Donc, on présente à notre board des scénarios. Et donc, évidemment, nos investisseurs plutôt institutionnels, c'est très policé. Ils veulent surtout pas faire de la gestion de faits.
Et comme là, on est quand même dans le dur du business qui est en train de diminuer, qui veut dire qu'on rentre dans des décisions dures, et ben, il ne disait pas grand-chose. Et donc là, c'est Patrick Asdaghi, qui est un serial entrepreneur, etc., qui nous dit, mais en fait, vous nous expliquez que vous attendez un miracle. Il n'y avait aucun des scénarios qui était en fait un scénario qui était face à la réalité du contexte. Et nous, on disait, ah, on a peur, on ne sait pas quoi faire. Et il dit, mais en fait, avec la peur, on ne fait rien. Maintenant, vous rentrez dans le dur, vous revenez dans 2 jours avec un vrai scénario de survie. Ah, on l'a détesté ce soir-là, mais en même temps, pourquoi ça vient sur la posture de l'accompagnateur? C'est que nous, on croit beaucoup à cette posture désintéressée de l'accompagnement. Et donc, nous, typiquement, la ruche, on regarde les postures de celui qui se fait accompagner. Et bon, on regarde sa posture. Est-ce qu'il est prêt à recevoir du feedback? Est-ce qu'il a envie d'écouter? Après, évidemment, c'est lui qui a son esprit critique et qui va du coup prendre ou laisser ce que va lui proposer son mentor, son coach, etc. Donc, c'est à lui de se faire un chemin. Mais est-ce qu'il est dans cette posture apprenante de se faire accompagner? Et nous, la ruche, on est vraiment dans ce tiers de confiance. Donc, on ne prend pas de participation dans les structures. Et souvent, on fait rémunérer l'accompagnement par un tiers pour être vraiment dans cette posture où on peut à peu près tout dire. Et parfois même de dire, bah là, il faut prendre des décisions dures, et là, il y a un associé qui fout le bordel et il faut le dire aussi, etc., etc. Donc déjà, dans la posture, c'est aussi important, je pense, de choisir un accompagnateur sur lequel vous comprenez la posture, vous comprenez pourquoi il est là. Et donc nous, voilà, la ruche, c'est vraiment une obligation de moyens, désintéressés, de tiers de confiance. Et donc dans les modalités qu'on propose, parfois c'est très simple, on va faire que de l'accompagnement individuel. Et puis parfois on a nos accompagnements, on les appelle salade tomate oignon, c'est là où on peut sortir le grand jeu, où en plus de l'accompagnement individuel, souvent par des pairs, donc des entrepreneurs plus aguerris, on peut avoir du coaching, du développement personnel, donc toute la brique individuelle. Puis ensuite il y a toute la brique collective qui a 2 vertus. De monter en compétences à travers des ateliers, des masterclass, des formations, mais aussi de se connecter à un réseau de pairs. Et donc nous, on croit beaucoup à cette force du réseau, de l'entraide, du partage, le co-développement que tu mentionnais. Et puis après, il y a toute la mise en réseau qui est vraiment le plus grand cercle, avec des potentiels partenaires, des entreprises publiques, privées, et donc toute la sphère tout ce qui fait qu'en fait, on s'accélère dans son business à travers des mises en relation qualifiées, et aussi des mises en relation avec des professionnels qualifiés. On sait à quel point, on le mentionnait tout à l'heure, par exemple, son expert comptable, il est hyper important, ou son juriste en droit social. Et ben, en fait, quand on met en relation tout de suite avec la bonne personne, parce qu'on la connaît, on sait sa qualité et on sait qu'elle comprend son sujet, ben, ça, je pense que c'est aussi une vraie valeur ajoutée des programmes d'accompagnement. Est-ce que les unes ou les autres, vous avez à cœur dans vos activités d'aider l'entrepreneur, ne serait-ce qu'à vérifier, valider s'il est ou non un véritable entrepreneur? Parce qu'il y a, à force d'accompagner des entrepreneurs, de leur donner toutes les facilités, est-ce qu'on ne peut pas parfois leur faire croire qu'ils sont entrepreneurs? Bon, c'est vrai que chez Melsion, on a nos modalités d'accompagnement, mais on a un petit peu aussi notre... comment dire, nos postulats ou notre vision de l'entrepreneur. Et voilà, en croisant effectivement ces 2 qualités qui sont le besoin jamais assouvi d'innovation, de challenge, etc., d'une part, et d'autre part, un besoin de liberté indiscutable. Donc ça nous amène à peu près 5% de la population. Donc en même temps, il y a eu une mode tous entrepreneurs. Voilà, comment est-ce qu'on ne prend pas le risque de conforter quelqu'un dans une route qui n'est pas la sienne? Nous, je sais que chez Actionnel, quand je suis rentrée, en effet, c'était, on peut prendre toutes les femmes qui souhaitent devenir entrepreneurs. Seulement, en effet, tout le monde ne peut pas être entrepreneur et n'a pas, en tout cas, cette stature. Et donc, moi, j'ai envisagé de faire un questionnaire d'auto-évaluation. Donc en fait, elle se pose des questions, on a une dizaine de questions, et à la fin, je pense que quand on a fini le questionnaire, on sait si on ne l'est pas ou pas. Donc ça, si on peut passer le pas ou pas. Et il y en a certaines, quand elles l'ont fait, nous ont clairement dit, je retourne au salariat. Et on a fait OK, et on va t'aider pour ça. Et nous, on a trouvé d'autres réseaux pour les aider à retrouver voilà, le salariat. Mais je pense qu'on ne peut pas dire à une personne si elle n'est pas prête, ou si, en tout cas, on sait qu'elle n'est pas prête de devenir entrepreneur, parce qu'on sait qu'elle va se prendre un mur. Donc, pour elle, et je trouve que pour nous, il faut être aussi transparent et lui dire que là, c'est peut-être pas le bon moment. Alors, ça appuie sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur. C'est des discussions que j'ai eues régulièrement, notamment avec
Jean-François Galloin, ici présent, qui pilote le master spécialisé entrepreneur de Centrale ESSEC, dans lequel j'interviens depuis des années, et où tous les ans, on se dit finalement, il y a toujours dans la promo des gens qui sont peut-être faits pour être entrepreneurs et puis d'autres qui ne le sont pas. Et d'ailleurs, là, il y a une nouvelle réflexion qui est en route d'essayer de trouver un moyen en cours d'année de trouver des manières d'évoluer vers autre chose que l'entrepreneuriat. Alors moi, je crois que c'est difficile de dire à quelqu'un, t'es pas fait pour être entrepreneur. Et surtout, je pense que tant qu'on n'y a pas été confronté, en vérité, c'est très dur de savoir comment on va réagir. Parce que dans l'entrepreneuriat, il y a souvent des motivations qui peuvent être très différentes. À un moment, j'avais travaillé sur les différents profils d'entrepreneurs. Je ne vais pas tous vous les citer ici, mais il y a des gens qui ont une rage personnelle, qui ont envie comme ça de se dépasser, de se dire je suis le maître de mon truc et je veux mon bébé à moi, etc. Il y a d'autres gens qui ont vu une problématique dans leur métier personnel, dans leur parcours de vie et qui se disent c'est pas possible que personne n'y réponde, il faut que je le fasse. Voilà, il y a plusieurs types de motivations. Il y en a qui veulent plus avoir de patron, etc. Alors déjà, pour les gens qui disent je veux plus avoir de patron, je leur dis attention parce que vous avez toujours un patron. Hein. Vous avez vos clients qui vous font chier, vos collaborateurs, vos investisseurs. Donc en fait, le côté je veux plus personne pour me dire quoi faire, honnêtement, ça n'existe pas forcément dans l'entrepreneuriat. Donc je pense que déjà, quand on devient entrepreneur, et nous, c'est ce qu'on essaye de voir avec les entrepreneurs qu'on peut croiser, c'est de bien réfléchir à quels sont leurs drivers profonds et est-ce qu'ils vont tenir sur le long terme. Et puis à la fin, il y a la réalité du jeu aussi. C'est à un moment quand je saute dans le bain, comment je réagis? Est-ce que ma résistance à l'incertitude, au stress, à tout ce qui m'arrive dessus, je suis capable de l'endurer? Et ça, honnêtement, moi j'ai envie de dire, c'est un peu comme quand on devient parent. En fait, tant qu'on moi je suis l'aînée de 7 enfants, je croyais que c'est bon, je gérais comment c'était d'avoir des enfants à la maison. J'ai eu un petit garçon. Je peux vous dire que je me suis pris une grosse claque d'humilité dans la figure. Et donc je pense qu'en fait, on ne peut pas savoir comment on réagit face à l'entrepreneuriat. Donc moi j'invite les gens qui ont vraiment envie d'y aller, de le tenter, mais tout en étant conscient quand même de la claque que ça peut être, des difficultés que ça peut engendrer d'un point de vue personnel, psychologique, financier quand ça marche pas tout de suite, etc. Et de l'énergie qu'il faut mettre là-dedans. Je trouve intéressant ce que disait Frédéric sur le fait qu'il n'y ait pas quelqu'un qui dise toi tu es entrepreneur, toi tu ne l'es pas, mais qui est quand même un questionnaire un peu d'auto-évaluation. Oui, nous on invite. Amène à se poser des Voilà, questions. c'est ça, à se poser des questions. Nous, on leur dit choses. jamais si elles peuvent y aller ou pas. Mais ce questionnaire leur permet, et justement, on parle justement de cette idée, est-ce que si vous n'avez pas d'argent pendant 3 mois, qu'est-ce que vous faites, etc. Donc il y a tous les scénarios possibles, et en fait, elles voient si elles se sentent capables ou pas d'y aller. Et je rebondis aussi en se disant, en fait, l'aventure entrepreneuriale, il n'y a pas que le succès qui peut être... enfin, il n'y a pas que le succès. En fait, nous, on travaille beaucoup sur quelles sont les compétences qui ont été acquises et mobilisées pendant l'accompagnement. Et puis, si finalement l'aventure s'arrête, finalement, comment j'ai grandi? Qu'est-ce que je peux mettre sur une ligne de CV? Enfin, finalement, moi, je dis souvent, je pense que l'aventure entrepreneuriale est quand même une des plus belles entrées sur son CV, parce que ça montre qu'on peut être couteau suisse, qu'on est tourné solution, etc. Et donc, il faut peut-être aussi désacraliser le fait, finalement, ma boîte, elle n'a pas marché. Mais par contre, ce que j'ai vécu, ça nourrit mon professionnalisme, mon réseau, etc. Et donc, c'est aussi intéressant d'amener les gens qui se rendent compte, l'entrepreneuriat, c'est pas pour moi, de dire, mais en fait, c'est quand même une clé dans le monde professionnel ultra intéressante. Même si on n'est pas complètement fait pour ça, c'est de toute façon une expérience à tenter, un chemin à... Exactement, parce qu'on en ressort, je pense, quand même grandi, évidemment, quand c'est quand même encadré, qu'on n'y laisse pas sa maison et ses plumes, etc. Je pense que réfléchir au scénario de sortie est intéressant. Et ce qui n'est pas toujours facile pour les entrepreneurs, moi j'accompagne un entrepreneur en ce moment, il est le nez dans son truc et tout, c'est super dur et tout ça. Et en fait, à un moment, je lui dis, je sais qu'il faut pas, c'est difficile d'ouvrir cette porte quand on est entrepreneur, mais juste, mets-toi quelque part, c'est quoi ton scénario de sortie? C'est-à-dire, si vraiment il y a un moment, tu n'y arrives plus, c'est comment tu fais? Comment tu sors de tout ça et vers quoi tu vas? C'est parce qu'en fait, parfois aussi, il y a des entrepreneurs qui n'y arrivent pas et qui, en même temps, patauchent dans la soule pendant beaucoup trop longtemps parce qu'en fait, ils n'arrivent plus à voir ce qu'ils peuvent faire d'autre et qui sont complètement en panique en fait d'ouvrir la porte de c'est quoi le reste du monde si jamais j'arrête cette boîte-là. Et ça ne veut pas dire qu'ils en monteront pas une plus tard, mais je trouve que même si il faut rester focus sur l'entrepreneuriat, avoir ce scénario de sortie est intéressant aussi. Nous, je sais qu'on a eu beaucoup de femmes qui sont venues vers nous parce qu'elles avaient été mises au placard dans leur société et qu'à un moment donné, elles se sont dit la seule manière de rebondir, c'est de créer une entreprise. Et elles n'avaient pas du tout, en tout cas, la fibre entrepreneur. Et c'est là, justement, il faut être assez subtil pour pouvoir les amener à comprendre que c'est peut-être juste un changement de boîte, pas forcément aller vers parce qu'on leur pousse, parce que voilà, elles sont chez France Travail et qu'on leur dit mais non, vous savez, c'est génial, il y a l'entrepreneuriat. Et non, si elles l'ont pas choisi, c'est pas la peine de les pousser voilà, dans ce biais-là.
Merci. Si on veut garder la place pour quelques questions, et je vois qu'on a encore quelques minutes. Donc, je vous rappelle, ce cube est à votre disposition. Il vous suffit de lever la main et ensuite vous pourrez le recevoir au terme d'une pause. C'était un message publicitaire de Cyrielle Collignon, votre associé Melchior, qui fait passer les cubes. Allez, c'est parti. Oui. Merci Cyrielle. Récemment, j'ai lu une newsletter de Novetic qui parlait notamment de la CSRD et qui disait que, en gros, le chancelier allemand souhaitait décaler, voire abandonner la directive de la CSRD. Ça en dit quand même assez long sur la politique en Europe. Et c'est vrai qu'avec l'élection de Trump, Elon Musk, plus l'économie qui est quand même assez, on va dire, enfin, ce qui peut se comprendre entre l'économie, c'est l'économie de marché. Moi, je voulais avoir votre avis sur quelle serait la suite en fait de l'entrepreneuriat impact quand on a une nouvelle qui est pas forcément super bonne comme celle-ci. Alors, Allez, Sophie. Bon, de toute manière, l'entrepreneuriat impact, ça a toujours été une lutte. On lutte contre un grand capitalisme, entre guillemets, avec des intérêts personnels, etc. Donc, c'en est une peut-être de plus. Mine de rien, même si on a l'impression que ça recule, en fait, on continue d'avancer. On est de plus en plus d'entrepreneurs à se poser la question du choix de ses fournisseurs, du circuit court, de comment on recrute ses collaborateurs, des questions sur l'inclusion, etc. Donc, il faut quand même garder en tête que même si le nuage, on a l'impression qu'il est plus gros et plus noir, en fait, la résistance en face et les convictions, le contre-pouvoir, en fait, il existe. Maintenant, la vraie question, quand on dit la CSRD, peut-être que ça va être remis en question, c'est qu'il y a un moment, on en a un peu marre d'être un contre-pouvoir, on a envie du pouvoir. Et c'est vrai qu'il va falloir redoubler d'efforts. Et donc, c'est pour ça que moi, j'appelle... en fait, l'entrepreneur, tous les entrepreneurs, autant on est éminemment impliqués dans la vie politique, on crée de l'emploi, on partage de la valeur, etc. Et donc là, c'est une question que je vais renvoyer à tout le monde. C'est nous, en tant qu'entrepreneurs, et donc notre action qu'on a dans la vie de la cité, comment, face à ce contexte, on a des actions en tant que dirigeants dans notre écosystème. Ok, merci. On a tous un rôle à jouer là-dedans. Et puis c'est une responsabilité collective. Nous, on avait monté un programme impact chez Perrier & Co qui travaille non pas sur est-ce qu'il y a de l'impact dans ta proposition de valeur, parce que bon, ça, il y a plein d'acteurs qui le font déjà, il y avait déjà pas mal de boîtes qui le faisaient chez nous, mais dans ta chaîne de valeur, c'est-à-dire je fabrique des tables, j'ai une application de scan de notes de frais, comment dans ma chaîne de valeur je prends en compte ces sujets-là. Et déjà, les entrepreneurs sont de plus en plus sensibles à ces questions, et si nous-mêmes, dans nos choix personnels de vie en tant que consommateurs, déjà, on fait cet effort-là, je pense que même en tant que c'est-à-dire quand on est décideur dans nos entreprises, sans être forcément entrepreneur, de réfléchir à se dire, tiens, quand je vais faire un appel d'offres et chercher un fournisseur, est-ce que je vais favoriser uniquement la surperformance de l'outil, mais est-ce que je vais être capable d'avoir peut-être ce qu'on appelle un confort marginal un petit peu moindre pour avoir peut-être un outil qui est un petit peu moins performant sur ce point-là, mais par contre qui est un outil un peu plus vertueux dans la manière dont il est conçu, qui est un outil européen par exemple, il y a plein d'enjeux derrière aussi, etc. Je pense que c'est aussi comment nous, en tant qu'acteurs de l'économie, on se pose des questions dans notre quotidien de décideurs aussi, pour soutenir des solutions plus vertueuses dans leur manière de fonctionner, quoi. Merci. J'aimerais bien juste parler autant qu'une entrepreneuse. Je déteste ce mot femme entrepreneur. On s'en fiche qu'on soit femme ou homme, on est entrepreneur et c'est tout. Et je vais vous donner quelques exemples. Mon première société, c'était à 18 ans. Je ne sais pas, j'ai fait peut-être 5 en France. Quand moi, en tant qu'une femme entrepreneur, on va aller en EU pour prendre un grant, alors je vous donne les chiffres. La seule que je peux ajouter en tant qu'une femme entrepreneur, c'est un EU Tech Grant qui a un seuil de 75 000 €. OK? Sauf que 75 000 €, à côté, je peux avoir un Tech Grant qui peut aller jusqu'à 1 demi-million. Déjà, la discrimination positive ne marche pas dans la faveur de femmes. Deuxièmement, une fois que je prends cette grant de 75 000 €, je n'ai pas le droit de demander un autre
parce que j'ai déjà pris autant qu'une femme. Mais franchement, est-ce que nous ne pouvons pas arrêter jusqu'à être dans cette discrimination avec nous-mêmes? C'est pas une question, c'est juste une frustration. J'aimerais bien juste être reconnu autant qu'un entrepreneur et c'est tout. Moi, j'aimerais. Mon rêve ultime en tant que présidente d'Actionnel serait qu'Actionnel n'existe plus. J'aimerais qu'on n'ait pas besoin justement d'avoir des associations pour aider les femmes à justement avoir ces accès, avoir justement la possibilité d'avoir plus aussi de financement. Hélas, dans le monde actuel, on en a encore besoin. On est obligé encore d'être présente. Et j'espère d'ici 10, 20 ou 30 ans, on n'aura plus besoin d'associations purement féminines pour pouvoir accompagner. Pour l'instant, en tout cas, pour accéder, parce qu'on le voit très bien, Sista et d'autres programmes sont obligés d'être présents pour que les femmes puissent avoir accès, en tout cas, correctement au financement et avoir une visibilité aussi, parce que si je parle au-delà du financement, mais vous regardez aussi bien sur les plateaux TV ou autres, les femmes sont moins présentes. Moi, je suis dans la tech en tant que CEO. Quand j'ai des rendez-vous CEO entre tout, parce que je suis à Station F, on est très peu de femmes. Donc, on a encore besoin en tout cas, d'avoir cette démarche. Et j'espère en tout cas pour les générations futures, qu'on aura pu à le faire. Et j'ai une mauvaise nouvelle à annoncer qui est que c'est déjà la dernière question. Voilà, et je te laisse, Mickaël, terminer. Je crois que j'ai pas grand-chose à ajouter par rapport à tout ça, si ce n'est vous remercier chacune. Merci d'avoir été l'homme de cette table ronde. Tout est difficile.